On est avec Madame WNBA France, aka Lily. Avant de commencer, je vais te faire une petite anecdote pour ceux qui suivent la chaîne YouTube. Donc, on a allé présenter le One Ball. C'est un espèce de centre où on peut faire du basket. Donc, il y a un lounge pour regarder des matchs, des terrains, etc. Et puis là, c'est le drame. On fait un 5 contre 5 que avec des amis qui travaillent dans le basket. Et là, il y a Lily qui malheureusement se blesse. Ouais. Après, t'as pas dit c'était au bout de 48 000 heures de jeu, oui, de match. C'est ce qu'on dit, c'est le match de trop comme souvent. Ah, et malheureusement, tu t'es blessé, les pompiers sont venus et on n'a pas pu faire l'interview. Donc, 8 mois après, on est là. Déjà, comment tu vas? Ça va, j'ai un genou un peu fatigué, mais ça va. Voilà. J'ai gagné un genou en moins, mais j'ai gagné le match. Et ça, c'était important. N'hésite pas à regarder les vidéos d'ailleurs. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant? On va commencer vraiment du début. Tu parlais beaucoup de sport féminin, de basket bien sûr. Et tu as monté un WNBA France, mais pas toute seule. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment les débuts? Et qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment de... Tiens, j'ai envie de vraiment monter un petit compte parce que ça n'existe pas. J'ai monté le projet, on était deux, on était avec Jeff au départ. Et l'idée c'était... en fait, c'était un moment dans la WNBA où il se passait des trucs assez ouf. Et moi j'étais une fan de Minnesota, enfin je le suis toujours, et Jeff c'est un fan de Los Angeles Sparks. Et à cette période-là, il y a une énorme rivalité entre ces deux équipes qui enchaînent playoffs et finales, ainsi de suite. Et nous on était à fond sur Twitter, il y avait déjà une certaine ambiance sur la NBA qu'on aimait bien un petit peu quand je suivais à cette époque-là. Mais il n'y avait pas le même truc sur la WNBA alors qu'il y avait une intensité et une ambiance vraiment identique. Je parle en termes d'animosité, de challenge, en termes aussi d'intensité, de technique. Il y avait beaucoup de choses avec des grandes joueuses et des deux côtés d'ailleurs. Et en fait, personne n'en parlait vraiment et c'était une qualité de basket exceptionnelle. Et dans le sport féminin, c'était vraiment énorme, quoi. Et personne n'en parlait et nous on était là, on était deux pecnos sur Twitter à kiffer. Il n'y avait pas de WNBA League Pass en plus à l'ancienne, donc on galérait pour trouver des liens, pour voir les matchs. J'avais en plus une petite chambre, un petit ordi tout pété, j'avais un petit lien à 2 balles, c'était en 3 FPS, c'était très moche, en 30p là. Et du coup, voilà, on s'est dit ouais, il se passe quelque chose là en ce moment en WNBA, il y a beaucoup de choses qui évoluent, il y a des joueuses qui sont énormes. Et personne n'en parle et il faut donner un petit peu ce crédit-là. Et je pense qu'en France, on est tout de même assez friand de basket, on le voit sur la NBA. On pensait à ce moment-là que le public NBA pouvait aussi aisément rebondir sur la WNBA ou alors le public en général de basket féminin aussi, parce qu'il y a des choses qu'ils pouvaient aussi éventuellement retrouver. Je vais pas parler des dunks, machin et tout, parce que voilà, mais ça n'a aucun intérêt. Mais il y avait quelque chose, une intensité, des challenges, des rivalités qui sont aussi fortes en NBA qu'on pouvait retrouver en WNBA et qui n'étaient pas mises en avant chez nous en Europe, en France en l'occurrence. Et donc on s'est dit, on va lancer le truc, on va en parler. Donc voilà, on faisait des live tweets, on annonçait les résultats de match, on retweetait les vidéos, des highlights, etc. Et puis voilà, petit à petit, le monde s'est fait comme ça et on nous a suivis assez rapidement. Et assez facilement. Donc, c'est intéressant que tu dis ça parce que moi je pense aussi à ce moment-là, c'est 2016, le premier titre de Candace. Ouais. Là c'est vraiment, j'ai vu. En fait, c'est comme. J'aime pas comparer, mais genre à Boston, Los Angeles pour la NBA. Parce qu'il y avait vraiment 2 grosses équipes, c'est pas vraiment que des individualités, c'est vraiment 2 grosses équipes. Et c'est là où moi aussi je suis vraiment tombé amoureux de la WNBA. Et ton compte, donc WNBA France qui faisait les résultats, etc. C'est un peu step up pour Basketball France depuis 2021. Ouais. Ça, est-ce que tu peux nous dire pourquoi le changement de nom et pourquoi il y a aussi un site aussi maintenant? Avant WNBA France, comme son nom l'indique, l'idée c'était de parler de traiter de la WNBA. Et on a vu qu'on avait un certain écho aussi en France. Et on voulait utiliser cet écho-là pour faire aussi de la lumière sur un basket qui nous tient à cœur aussi de base, c'est le basket français, le basket européen, l'équipe de France, on a une très bonne équipe de France. Et il y a énormément de joueuses talentueuses, on a un super championnat français et on avait envie de faire rayonner un petit peu cet engouement qu'on avait autour de la WNBA
pour s'intéresser, aussi même nous, on s'intéressait personnellement à la à la FB et l'Euroleague. On voulait aller un petit peu plus loin. On avait fait des HS WNBA France et on était parti on avait vu Caroline Herriot Caroline Herriot à La Roche-Vendée, voilà. Et c'était plutôt cool, etc. C'est arrivé avant le Covid. Et après, voilà, je voulais aller un petit peu plus loin et j'ai commencé à faire les petits changements, etc. Et voilà, on est devenu basketball. Et là, par contre, voilà, ça demande beaucoup de travail parce que finalement, traiter la WNBA sur une saison, c'est que l'été. Ça demandait déjà beaucoup. C'est en décalage horaire, ça aussi, il faut le prendre en compte. Et c'est l'été, donc en fait, il y en a qui partent en vacances. On a aussi envie de partir en vacances. Quand on travaille le reste de l'année aussi à côté, c'est compliqué. Bon, cette année, c'est différent parce que j'y suis plus. Je suis à fond sur BLB. Mais voilà, ça demande beaucoup de travail de gérer les championnats. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, l'Euro, il y avait les JO la saison dernière, c'était JO WNBA. Enfin. Ouais, en plus, je parle du site, mais aussi il y a les interviews sur YouTube. C'est un gros travail aussi. Ouais, on essaye de refaire un petit peu du contenu vidéo. Pour moi, ce qu'il faut faire dans le média féminin, et ce qui manque un petit peu, et parce que voilà, la presse écrite, on le sait, elle a des difficultés, elle subsiste encore, elle existe encore. On le sait que Trash Talk, ils font aussi du très bon travail, ils sont sur de la presse écrite. C'est une plume aussi particulière, c'est pas de la rédaction journalistique. L'équipe, ils existent encore. Enfin, voilà, il y a des gros groupes qui existent, mais il faut aussi s'adapter à ce que proposent les médias actuels, les réseaux sociaux, etc. Et le format vidéo, c'est quelque chose qui est très demandé. Des formats courts, il faut que ce soit dynamique et pas sur des trucs statiques. Je trouve que la LFB, on a pas mal de CM qui se sont hyper développés là-dessus, qui développent leur contenu vidéo, des petites vidéos Instagram, maintenant il y en a même qui ont des comptes TikTok, je crois. Et il y a plein de trucs comme ça, et ça donne une image, on a besoin de ce truc-là, donc nous on essaye aussi de se mettre là-dedans. Avant on faisait du contenu, Twitch aussi, que quand on pouvait, on faisait des émissions, mais là ça demande beaucoup de travail aussi. Et quand on est 4 ça va, mais quand on est un peu plus d'une dizaine, pour s'organiser c'est un peu plus compliqué de mettre les emplois du temps de tout le monde à jour. En tout cas en cohérence totale. Et il fallait traiter ce truc-là, la vidéo, et j'ai envie de le faire parce que moi, ces montages-là, j'aime bien les faire, faire les vidéos, les interviews, c'est cool, j'aime bien. Et ton projet du coup, Basketball France, est-ce que tu penses basketball, parce que moi j'ai encore WNBA France. Ouais, t'as mixé les deux, c'est bien ça. Et est-ce que tu penses, de ton avis, est-ce que c'est un média? J'ose espérer que oui, parce que sur le travail qu'on fait, on essaye de donner du contenu régulièrement, d'être sur toutes les compétitions. Voilà, par exemple, et le 3-3, c'est quelque chose que peu parlait. Il y a eu un engouement sur les Jeux Olympiques. Nous, on avait un petit peu commencé avant. Avec une sacrée le sacré parcours des Bleus. Et depuis, les gens, la presse, même l'équipe, ils font des petits articles sur le 3-3 parce que c'est un format qui plaît. Et et nous on le traitait déjà avant, on aime donner, on reste aussi sur les faits, mais pas sur un contenu journalistique. Je me prétends pas non plus journaliste, je ne prétends pas nous tous journalistes, mais on essaye de faire du contenu, on reste des passionnés, mais ça reste un média à partir du moment, on diffuse un certain nombre d'informations, on essaye de créer du contenu, on va à la rencontre des joueuses, des clubs, bien ici en France comme ailleurs, tu vois, donc... Je te pose cette question parce que tu connais Twitter, beaucoup de blablabla, et beaucoup de gens se présentent, je suis un média parce que je parle de basket. Et moi, pour moi, c'est mon avis, le vôtre, c'est vraiment un média parce que vous allez à la rencontre des joueurs, les résumés de matchs, vous êtes sur plusieurs plateformes. Et ça aussi, je pense, au niveau générationnel, c'est bien, ça vous correspond, parce que c'est le truc qui monte beaucoup en ce moment. Donc niveau contenu, il n'y a rien à dire. Et on parlait des interviews, on va parler de celle de Candace Parker à l'époque, donc là on remonte les années un peu. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas, ils ne savaient même pas que ça existait cette interview. Là, elle dure 4 secondes. Oui, mais moi je l'ai revu hier et franchement, je me suis demandé à l'époque, je dis c'était fou, franchement c'était fou, on parle de Candace Parker. Qu'est-ce que tu as ressenti sur le moment, avant même de lui poser des questions, quand tu l'as vu, qu'est-ce que tu as ressenti? En fait, avant même d'arriver dans le vestiaire, l'ensemble de l'histoire est ouf.
c'est que je fais un gros parcours aux États-Unis. Je voyage, je pars avec mon sac à dos et je fais un trek toute seule. Voilà, j'ai plein de spots. J'étais à Minneapolis, j'ai vu Minnesota, j'ai eu plein de galères. Et puis je retourne à Los Angeles. Et en fait, j'avais rencontré une journaliste à Minneapolis. Et on a sympathisé, etc. Et je lui ai dit que j'allais retourner elle s'appelle Delmi Barrias d'ailleurs, si vous verrez, c'est une journaliste connue aux États-Unis. Et elle m'a dit, comme tu viens à Los Angeles, moi j'habitais à Los Angeles, tu viens, je vais te montrer comment ça marche le travail, quoi. Et donc j'ai fait une demande d'accréditation au Sparks. On était encore WNBA France à cette époque-là, je n'avais jamais eu de demande d'accrède, je crois, jusqu'à présent, même en LFB, où que tu veux, où que ce soit. Et elle me dit vas-y go, donc il me valide l'accréditation, donc moi déjà je suis choquée. Il faut savoir que les matchs des Sparks ça joue au Staples Center, donc c'est une salle mythique du basket global. Et donc j'ai une accréditation journalistique pour aller suivre plusieurs matchs des Sparks l'été. Et j'ai mon petit carton, c'est un petit carton super con, c'est un truc débile, il y a marqué mon nom de famille, Lydia Admeziem, WNBA France, je le récupère. Et là je rentre dans un truc, je me dis c'est un rêve, c'est fou ce qui se passe. Je suis dans les coulisses du Staples Center, c'est-à-dire que ah oui, parce que financièrement c'était un peu compliqué, tu vois, et comme tu as la crête presse, tu as le droit à manger et tout. Et là j'arrive sur un grand buffet, je me dis waouh, ça me change de ce que j'avais pas et tout. Déjà je kiffe, je me dis je vais manger, moi j'adore manger. Et donc ouais, j'ai la salle de presse, une salle de ouf, j'ai jamais vu ça. Un truc énorme, un grand écran, il y a 15 000 matchs qui passent. Un buffet, c'est même à Flunch, t'as pas ça. Et je kiffe et je me dis, waouh, moi j'ai avec mon petit ordi, tout le monde a des Macs, ils ont 4000 fois ma paye, je crois. Et voilà, et donc je vis le match à côté En plus, c'était une énorme rencontre, j'avais fait exprès, c'était Minnesota contre Los Angeles, tu vois. Donc moi j'avais suivi exprès à cette époque-là. Andy Miem jouait chez les Lynx d'ailleurs. Et on avait discuté en plus dans les coulisses, c'était la première fois que je l'ai rencontré, c'était ouf. Il y a plein d'anecdotes, tu vois, sur ce voyage. Et là, la fin du match et tout, Delmi, elle me dit, bah voilà, il y a la fin du match, je peux aller rencontrer les joueuses, discuter avec elles, etc. Déjà en amont, j'avais vu les coachs et tout, interview sur le terrain, enfin c'était assez ouf. Mais je la perds en fait, tu vois, je la perds, je sais pas où elle est et tout, je l'ai perdue, elle fait son taf, tu vois. Je dis putain, je sais même pas c'est où la salle et tout. À cette époque-là, mon anglais, il est kiff. Je me débrouille, tu vois, ça faisait déjà une semaine et demie que j'étais là, donc je commençais à gérer. Les gens me comprenaient, je me dis ça va. Et en fait, je sais pas, j'ai suivi des gens et tout. Et d'ailleurs, dans la salle, il y avait Dwayne Wade, je me rappelle. C'était un truc de ouf. Bref, la salle magnifique. Un jour inoubliable. Ah ouais, il y avait Dwayne Wade dans la salle. Et j'avais fait les coulisses. Et là, j'arrive dans les vestiaires. Je me suis perdue, je sais pas comment. J'arrive dans les vestiaires. Je dis waouh. Et tout, il y a 20 000 journalistes. Ils sont là, il y a toutes les joueuses dans les vestiaires. Et moi, je suis là, putain, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je pose comme question? Avec mon anglais, je sais même pas quoi poser comme question. Je suis tellement impressionnée, je sais pas quoi faire en fait. Je me dis, waouh, qu'est-ce qu'il faut faire? Delmi, elle est pas là pour m'expliquer comment j'y vais, comment j'entame le truc et tout. Et il y a un mec, il dit, le mec des relations presse, là, il dit, ouais, par contre, il n'y a pas beaucoup de temps. Moi, je suis là, admiratif devant la porte, je sais pas quoi faire. Et je me dis, là, les gens commencent à sortir, ils restent dans le vestiaire, Candace Parker. Elle a des petits glaçons sur ses genoux et tout, enfin des gros blocs de glaçons. Et là, je suis impressionnée parce qu'elle est géante et je vois ses pieds. Vraiment, c'est un truc qui m'a marqué. J'avais jamais fait gaffe aux pieds des basketteuses. Et je vois la taille du pied. Je me dis, wesh, c'est plus grand que mon corps. Elle peut marcher dessus et tout. C'est un truc de ouf. C'est Candace Parker. Qu'est-ce que je pose comme question à la con? Non. Je me rappelle que Sandrine Gruden nous suivait sur WNBA France à cette époque-là. Elles sont copines, elles se connaissent bien et tout. Je fais, j'ai posé une question à la con, il n'y a pas le temps dans tous les cas, et là je pose la question et elle me répond de façon hyper cool et tout. Et je devais filmer, tu sais, il fallait bien stabiliser le truc, il fallait que je sois attentive à ce qu'elle me dit. Et j'étais en multitâche, en mode robot, en même temps impressionnée. Enfin, c'était vraiment plein de sentiments sur ce truc-là et c'était incroyable. J'en revenais pas, je suis sortie du truc, j'en revenais pas. Après, je crois que j'avais discuté avec Andy Miem. Après, à la sortie, j'avais croisé Sylvia Falls. Non, c'était ouf. C'était ouf. Quelques semaines avant, j'étais au All-Star Game à Minneapolis. Tu vois, c'était ouf aussi. Ah, mais ça doit être un séjour vraiment complètement dingue. Je n'ai rien compris à ce qui m'arrive. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas vraiment prévu, tu vois. Et j'ai juste eu de la chance. Vraiment, pour le coup, voilà, j'ai eu de la chance.
je suis tombée sur les bonnes personnes qui m'ont voulu vraiment que du bien. Et on m'a ouvert des portes. Moi, ça m'avait choquée à l'époque parce qu'on m'a ouvert des portes que, en France, j'avais du mal à ouvrir un petit peu, tu vois. Même encore à l'heure actuelle, c'était difficile. Bon, maintenant, ça va. Mais voilà, quand tu arrives un petit peu, tu montes, c'est compliqué. Je sais qu'on avait fait sur certains trucs des demandes d'accréditation auprès de la FIBA, c'était compliqué. En même temps, on n'est pas de médias, on n'avait pas de site. Ça, c'est normal, je le comprends. On n'était pas vraiment un média. La WNBA, ils m'ont ouvert leurs portes, mais normal quoi. Et tu te dis, ça devrait être le dernier lieu du monde où tu puisses rentrer comme ça. Et le mec m'a dit, le mec des relations presse, s'appelle David, j'ai oublié son nom, qui est encore d'ailleurs, il me disait, nous, ce qu'on veut, voilà, on est impressionné que vous venez de France pour parler de WNBA, ce que vous faites, on vous suit, il faut qu'on en parle. L'idée, c'est de parler. Tant que vous parlez de nous, on prend, tu vois. Et on parle de Minnesota, donc quand on parle de Minnesota, on parle de Maya Moore. Notre point commun, c'est qu'on l'adore, Maya Moore. Et pourquoi est-ce que c'est une inspiration pour toi? Qu'est-ce que tu penses d'elle en tant que personne et pourquoi tu l'admires autant? Ah ouais, au-delà de la joueuse, vraiment, c'est la combinaison des deux, je pense. Même pas, c'est la personne, ouais, vraiment. Ce qu'elle a fait, les décisions qu'elle a prises, au-delà du fait... En fait, Maya Moore, elle aurait continué sa carrière. Moi, je pense et je suis persuadée qu'elle aurait pu faire plus. Elle aurait pu aller plus loin que ce que fait Diana Taurasi ou Sue Bird actuellement, tu vois. Mais elle l'a pas fait, elle a pris des décisions personnelles, elle avait des engagements extrasportifs qui font qu'elle a arrêté ce qu'elle avait là. Elle était au plus haut niveau en plus à ce moment-là. Elle était à son prime. Ah, et justement, explique pour ceux qui ne connaissent pas forcément Maya Moore, pourquoi elle a arrêté, enfin pas l'arrêter. Pourquoi elle a stoppé sa carrière? Parce qu'on n'est pas encore. Je pense qu'elle a arrêté, moi, mais bon. Mais moi, si c'est pas écrit, j'attends. Là, il n'y a pas longtemps, elle a accouché. Moi, j'attends l'annonce officielle. Mais ouais, dis-nous, du coup, pourquoi elle a stoppé sa carrière? Eh ben, elle était engagée auprès de... Alors, j'ai un trou de mémoire sur son prénom. Iron. Qui était en fait détenu illégalement depuis plusieurs années. C'est un jeune homme qu'elle connaissait depuis longtemps. Et elle s'était battue auprès de lui pour savoir, pour qu'il puisse être libéré parce que dans l'enquête, il y avait énormément de choses floues. Et voilà, en fait, ça va avec les engagements des lois qui mettent pas en valeur, les lois qui sont discriminatoires. Voilà, c'était la justice américaine, quoi. Voilà, la justice américaine qui est très discriminatoire vis-à-vis des populations noires. Et c'était assez ouf. Et en fait, depuis plusieurs années, même pendant qu'elle jouait, elle se battait pour que voilà, le jugement d'appel, etc., bon après c'est la justice américaine, soit remise en cause. Et elle avait arrêté. Pendant qu'elle avait arrêté, il était toujours en prison. Mais finalement, 1 an ou 2 ans après, je ne sais plus exactement, elle a eu gain de cause. Ils ont eu gain de cause puisque Jonathan Irons a été libéré. Et du coup, parce que il avait été accusé de meurtre, il me semble. Ça, ouais. Il avait été accusé de meurtre et du coup, il a été libéré. Et il s'est avéré qu'après cette découverte de la libération, on découvre qu'en fait, ils ont aussi une relation et qu'ils sont tombés amoureux. Peu de temps après, ils se sont mariés. Et il y a très peu de temps, là, il y a quelques mois, je crois, quelques semaines, elle a accouché d'un petit garçon. Vraiment une histoire à l'américaine. Ouais, vraiment. Et en fait, elle s'est battue coûte que coûte pour le faire libérer. Et elle a arrêté toute sa carrière. Alors que voilà, c'était une des meilleures joueuses. Bon, pour moi, c'est la meilleure joueuse, mais c'était une des meilleures joueuses à ce moment-là qui enchaînait, voilà, Jeux Olympiques, Euroleague, championnat WNBA avec les Minnesota Lynx. Voilà, enfin. Ouais. Championnat du monde, tout ce que tu veux. Et en restant WNBA, qu'est-ce que tu as pensé de la saison de Marine qui... Je dirais pas qu'elle est sur un playground, mais tu vois qu'elle est en confiance et qu'elle est surtout poussée aussi par ses coéquipières et sa coach. Déjà, elle a Sandy Brondello, c'est une super coach. Sandy Brondello, c'est la coach de l'Australie. Elle a coaché Phoenix pendant très longtemps. Donc elle avait la main mise, entre guillemets, je dirais, sur Diana Taurasi, les grands trios, Greener, etc. Donc oui, il y a ce truc-là. Après, au-delà de l'équipe, je pense que c'est vraiment le championnat qui change tout. Parce que voilà, c'est un basket qui lui correspond un peu plus. On va pas lui... C'est pas un jeu vraiment placé où tu vois, il faut prendre le temps, c'est sur du 1 contre 1, on va jouer, il faut shooter. Là, elle est dans une équipe en plus
Elle est avec Sabrina Ionescu, qui est aussi la future grosse pépite, enfin c'est déjà une star, mais c'est la grosse future star aussi de la WNBA, la reine des triples-doubles. Et elle est avec des joueuses de qualité, Stephanie Dolson, enfin il y en a beaucoup, je ne vais pas toutes les citer. Et je pense que voilà, elle est dans un basket, et aussi je pense mentalement, parce que joueuse, on sait que c'est... Johannes, pardon, on sait que c'est une joueuse qui mentalement, voilà, elle aime bien rester dans son truc, etc. Et je me suis posé, on s'est un peu posé la question aussi. Est-ce qu'en France, il y a trop de pression, ça l'a fait, vulgairement, ça l'a fait peut-être chier et tout. On lui demande beaucoup. En WNBA, elle arrive, c'est une touriste, tu vois. Même si bon, maintenant, ils la kiffent, ils veulent la voir. D'ailleurs, ils comprennent pas pourquoi elle est sur le banc, ils veulent la voir All-Star certains et tout. Mais non, c'est un basket, voilà, elle se prend pas la tête. Je pense que c'est vraiment le truc. Elle y va, elle se prend pas la tête, elle a pas de pression. Ça change tout aussi dans ce que tu vas faire dans le basket, que ce soit dans ton mouvement, tout va être plus fluide, tout va être plus souple. Et du coup, elle joue apaisée, tu vois, et ça se voit, elle shoot. Elle va shooter 45 fois, personne va lui dire « Mais Marine, tu fais quoi ?» Et je prends des shoots what the fuck, qu'est-ce que tu fous? Personne va lui dire. Tu parles justement des médias qui parlaient d'elle. Et nous, les médias en France, sur le basket féminin, ou même le sport féminin, c'est un peu ric-rac, je vais dire. Il y a pas une diminution parce que ça n'a jamais augmenté. Il n'y a pas beaucoup de médias dans le basket, vraiment sur le basket féminin. Ouais. Pourquoi selon toi? Parce que je pense que c'est compliqué. T'as pas de médias, je crois que t'as pas de médias spécifiques sur un sport féminin spécifique. Les gros médias qui traitent du sport féminin, voilà, je pense aux Sportives, Women's Sports, c'est les deux gros médias que je connais. Bah, tu vois, ils traitent du basket féminin dans sa globalité. Pourquoi? Parce que c'est trop difficile de traiter financièrement. Je pense que c'est trop difficile de traiter d'un seul sport. Et parce que voilà, les gens ne sont pas encore prêts à aller jusqu'au bout. Mais je pense que ça évolue. Je suis assez optimiste là-dessus. Il y a une vraie évolution. Là, pour moi, le meilleur exemple, c'est récemment sur le football féminin. Avec l'Euro? Ouais, avec l'Euro. Moi, je me rappelle, à une époque, je suivais, il y a très longtemps, c'était l'équipe de France, pareil. Ils avaient fait un super parcours, mais pour voir des matchs, c'est compliqué. La D1, elle n'existait même pas. Maintenant, c'est diffusé sur Canal+. Là, on avait deux diffuseurs, Canal+, sur l'Euro et TF1, tu vois. TF1, TMC. Et il n'y avait pas ça avant, c'est assez ouf. Et les chiffres ont été monstrueux sur l'équipe de France. Bon, c'est dommage, elles ne sont pas allées plus loin. Et depuis, voilà, il y a eu la Coupe du Monde, les gens évoluent, les équipes font des unes, n'hésitent pas à faire des unes. Bon, sur le basket, c'est encore compliqué. Et c'est dommage, parce que je pense qu'il y a un truc à aller chercher chez les filles. Parce que voilà, en termes de chiffres, quand tu sais que voilà, le basket féminin, c'est le sport féminin le plus pratiqué, tu vois. C'est un public, il y a un problème quelque part, il y a une faille. Soit elles n'ont pas ces exemples-là, elles manquent, on ne leur donne pas assez d'exemples de joueuses qui existent, qui ont évolué, qui se sont développées, qui sont devenues professionnelles, qui ont gagné des titres. On n'a pas ce truc-là encore en France, peut-être. Ça vient petit à petit, la Fédé essaie de le faire. Mais voilà, elles vont plutôt, les jeunes filles, voilà, tu vas leur donner un nom de joueuse, elles vont parler Steph Curry. Ouais. Et justement, le public, parfois, est vraiment dur. Alors moi, je veux que tu te lâches. Pourquoi vous agissez comme ça? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Pourquoi? Est-ce que des fois, ça n'a aucun sens au niveau des critiques par rapport à la WNBA? Ou même WNBA ou basket français? Tu sais, les trois quarts des critiques qui sont faites sur le basket féminin, elles sortent en grande partie, allez, en 80% sur des bases sexistes, tu vois. Oui, bah c'est ça. Ou alors sur des gens aussi qui sont dans une méconnaissance totale du basket. Vraiment du basket dans sa globalité. C'est-à-dire que pour eux, le basket, c'est la NBA. C'est des mecs qui vont claquer des dunks H24. C'est des mecs en D3 départ, ils veulent jouer des 1 contre 1, alors qu'il n'y a pas de 1 contre 1, tu vois. C'est pas dans notre basket, même en termes de club. Qui veulent aller te claquer des dunks, alors que tu vois, il y a une cohésion d'équipe, un partage. Après, moi, je pense, je rebondis un petit peu là-dessus, mais je pense que le 3-3, chez les filles notamment, a très bien fonctionné parce qu'on a vu la capacité en termes de skills, en termes d'intensité physiquement, la capacité qu'ont les filles
avoir ces trucs-là qui sont relativement proches des garçons, mais que le basket 5-5 ne donne pas en termes d'opportunités. Moi, je pense que pour la nouvelle génération, ça va être pas mal le 3-3. J'entends beaucoup plus de parler de ça. Et justement, parlant de nouvelle génération, imagine, il y a une petite Lily qui vient et tout, à un camp de basket, sur un terrain ou un événement. Elle dit moi, j'aimerais bien parler de la WNBA ou du basket français féminin plus tard. Tu lui dirais quoi comme conseil? Bah, viens chez moi si tu veux, on va te former. Je suis toujours à la recherche de gens pour venir nous aider parce que, voilà, comme je t'ai dit, on traite de beaucoup de sujets et on a besoin de gens. Après, franchement, bah vas-y, fonce quoi. Il faut en parler, et de venir demander conseil auprès de moi, ça fait toujours plaisir. Je serais très ravie. Et je lui dirais, vas-y, fonce, fais-toi plaisir. Si tu veux faire ça, vas-y, bah. Je lui dirais, contenu vidéo. Fais de la vidéo. Tu verras, ça va fonctionner direct. Ça te prendra moins la tête que du contenu écrit. Par contre, ça sera difficile parce qu'il faut que tu apprennes. Mais voilà. Bah, merci pour cette interview. Vas-y, frérot.